de l'après-midi. Nous avons deux intervenants. Malheureusement, le troisième, M. Zakaria Rani, ne peut pas venir parce qu'il a des problèmes qui l'ont empêché d'être avec nous. Il est un peu excusé. Et deux intervenants, Madame professeur Sylvia Fenzi et le professeur Fatih Triki. Et puis, nous avons un discutant, le professeur Michel Peterson. Nous allons écouter les deux intervenants et puis on donne la parole à M. Michel Peterson pour faire le discutant avant de donner la parole à la salle. Alors, nous commençons d'abord par la professeure Sylvie Fenzi, qui est professeure de civilisation italienne, département des langues, section d'Italie, des lettres, des arts et des humanités de la Manouba. Elle est présidente de la Dante Alighieri Tunis et directrice du journal en langue italienne El Corriere de Tunisie. À peu près. Alors, votre intervention intitulée « Relire aujourd'hui la transition à la lumière de certaines réflexions d'Anthony Gramsci ». À vous la parole, madame. Merci, professeur Henia. Je ne vais pas faire une véritable conférence sur Gramsci. Je vais essayer de retracer quelques lignes et voir que l'interrogation gramscienne traverse aussi l'interrogation d'un certain nombre d'intellectuels tunisiens et qui ont écrit justement sur la transition avec Gramsci. Et voir, essayer de voir un petit peu pourquoi, alors que Marx est de moins en moins lu, pourquoi Gramsci suscite encore cet intérêt et pourquoi, de manière récurrente, on essaye de relire la pensée ou certaines pensées de Gramsci. Alors, évidemment, on relit parfois certaines pensées de Gramsci et peut-être pas Gramsci. Une des critiques que un des grands de celui qui a été un des grands philosophes italiens de l'histoire de la philosophie et en particulier qui a travaillé beaucoup sur la Renaissance italienne, qui est Eugenio Garin, dit que lui qui, avec un certain nombre de spécialistes de Gramsci, au lendemain dans les années 60, lorsqu'on relisait Gramsci, et lorsque, entre les années 60 et 70, lorsqu'on republie, disons, qu'on publie, je veux dire, les cahiers de prison, va tout de suite dire que, attention, quand on lit Gramsci, et c'est les actes, surtout dans les actes d'un colloque qui avait été publié en 67, Garen dit attention parce que on fait dire à Gramsci un peu n'importe quoi et il ne suffit pas de citer Gramsci pour être gramscien et qu'il fallait au contraire avoir une attentive lecture philologique de Gramsci
chose qui est en train d'être faite depuis les années 2000, disons, et, qui est assez intéressante d'ailleurs parce que juste une petite parenthèse sur la publication des cahiers de prison. Alors, la première édition des cahiers de prison ne suit pas du tout ni un ordre philologique, ni un ordre chronologique. Elle suit un ordre thématique. Et elle réunit les 33 cahiers, disons, de Gramsci suivant un ordre thématique. J'avoue que moi, en Tunisie, j'ai encore cette vieille édition parce que c'est plus compliqué d'avoir les autres et celle de Geratana faite successivement et qui est chronologique, et la dernière, celle de Francioni, qui est justement philologique et qui peut-être révélerait comment dire, une lecture beaucoup plus ample et beaucoup plus articulée de la pensée de Gramsci, mais sur laquelle je n'ai pas pu travailler ni relire certains passages de Gramsci. Alors, donc, mes interrogations, évidemment, seront d'ordre un petit peu général, et la première des choses peut-être, c'est est-ce que Gramsci et pourquoi Gramsci peut être un modèle pour notre contemporanéité, et l'est-il? Et qu'est-ce qu'il nous indique? Et qu'est-ce qui a été repris de Gramsci? Alors peut-être en extrapolant sa pensée, peut-être en faisant ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire justement le sortir de son contexte, ce à quoi il s'est toujours refusé, justement, il exprime une pensée qui se veut toujours être contextualisée, mais qui quand même, disons, a eu une histoire, une histoire qui s'est assoupie dans certains moments et qui est renée dans d'autres. Par exemple, dans les années 60, oui, il y a eu un intérêt pour Gramsci, mais peut-être pas un intérêt particulier pour la pensée de Gramsci, par exemple en Italie. Et par contre, au lendemain des mouvements qui ont été importants un peu partout en Europe et en France en particulier, mais c'est-à-dire au lendemain de 68, il est évident que même en Italie et à l'extérieur de l'Italie, et ça c'est peut-être une des nouveautés, Gramsci a été extrêmement sollicité. La pensée de Gramsci a été sollicitée. Alors, et de même pour ce qui concerne d'ailleurs bon, le monde arabe certainement en général, mais bon, en ce qui me concerne, je connais un petit peu mieux ce qui s'est passé en Tunisie. Et donc, il est vrai qu'en Tunisie, il y a eu une attention particulière pour de la part des progressistes tunisiens autour de la pensée de Gramsci. Et il y a eu, dès les années, à la fin des années 80 et tout dans les années 90, il y a eu une série de colloques en Tunisie
en particulier un colloque qui avait été organisé par Tar Labib, sociologue, autour de la pensée de Gramsci. Et par la suite, il y a eu des écrits, pas mal d'écrits sur la pensée de Gramsci. Je ne vais pas les citer tous, mais je sais que par exemple, Krishen avait écrit sur Gramsci et il a traduit Gramsci. Oui. Et dernièrement, il y a Bakar Grib qui a écrit un livre sur la transition avec Gramsci, la transition en Tunisie avec Gramsci. Donc, il y a un intérêt, comme je disais, récurrent sur la pensée de Gramsci. Donc, Gramsci parle, nous parle. Et alors, je me suis posé la question de pourquoi, contrairement à une panoplie immense de marxistes et de Marx lui-même, et alors que quand même Gramsci est un marxiste, pourquoi il suscite encore cet intérêt euh, et pourquoi un nombre d'intellectuels cherche dans sa pensée, en quelque sorte, une réponse au présent. Ce qui n'est pas très gramscien, c'est plutôt, ça nous rappelle plutôt Croce, hein, de chercher dans le présent des réponses au passé, mais bon, donc ça relève plutôt de l'idéalisme de Croce, mais enfin, néanmoins, on peut dire que la pensée de Gramsci est une des rares pensées actuelles qui est tout le temps valorisée, revalorisée, ressortie, repensée. Et juste une petite réflexion qui est une parenthèse dans cette interrogation autour de l'actualité entre guillemets de Gramsci, ou en tout cas de l'intérêt qu'il suscite. Ce matin, nous avons écouté avec difficulté, je dois dire, une première conférence du Liban et le professeur qui est intervenu, bien que, bon, nous n'avons pas tout pu suivre et donc nous avons souvent perdu le fil de sa discussion, regrettait en particulier le communautarisme avec lequel s'était bâti le Liban d'aujourd'hui, où chaque communauté a sa place d'un point de vue juridique et que bon, et qu'il voyait, me semble-t-il à juste titre, comme quelque chose qui était un legs colonial terrible pour créer justement un État-nation. Et ça m'a évoqué Gramsci en quelque sorte, parce que lorsque Gramsci étudie la question méridionale et voit le rapport entre disons, le rapport au lendemain de l'unité d'Italie entre le nord et le sud, à propos des classes un peu abandonnées à elles-mêmes, qui est la classe agraire, il explique que finalement, ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes et qui n'arrivent pas donc à se constituer comme groupe politique. Et par contre, l'hégémonie du Nord sur le Sud s'exerce du fait que
elle s'exerce du fait qu'ils ils arrivent à constituer toute une série d'intermédiaires qui sont expression du monde agraire, mais qu'ils déplacent vers la province ou la petite ville d'Italie du Sud, et qu'ils arrivent à fonctionnariser et en quelque sorte, ils arrivent à opérer à travers cette récupération, en quelque sorte, à travers ce clientélisme qui se crée, ils arrivent à récupérer le consensus, même de la classe, disons, défavorisée. Alors, je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que ça s'applique aussi, par exemple, dans un pays qui se base sur le communautarisme, est-ce que c'est une forme de clientélisme? Est-ce que ça permet le clientélisme politique? C'était une petite parenthèse, mais je trouve que ça s'adapte bien à l'interrogation que pose Gramsci, que ça sert finalement l'hégémonie politique. Et donc, si Gramsci a suscité un grand intérêt, c'est parce que il est perçu comme comme quelqu'un qui n'a pas eu, tout en étant communiste, dirigeant communiste, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est quand même dirigeant du Parti communiste, fondateur du Parti communiste italien. Il n'a pas une vision dogmatique, positiviste. Et peut-être que cela fait que il a une capacité, disons, d'affronter tous les éléments sans une interprétation, comment dire, qui part d'une loi et de cette loi, il en découle le réel. Voilà. Je crois que le grand attrait qu'a constitué Gramsci, c'est que les choses ne découlent pas automatiquement d'une loi à jamais fixée. Quand il se pose le problème de mais qui est marxiste, même le marxisme n'est pas immortel. Je veux dire, donc c'est cette capacité d'adhérer, disons, à la réalité et de ne pas être, d'avoir cette espèce d'évolutionnisme automatique de la pensée qui peut-être a été un des attraits. Pour ce qui concerne notre partie du monde, et en particulier la Tunisie, l'analyse de la question méridionale est fondamentale. Et la question méridionale n'est pas, je veux dire, ce sont une trentaine de pages, je veux dire, mais qui posent les problèmes du mezzogiorno et qui posent le problème entre guillemets, du ratage de l'unité italienne telle qu'elle s'est réalisée au lendemain de l'unification en 1861. Donc, et comment le sud de l'Italie s'est trouvé complètement trahi entre guillemets, là aussi, parce que c'est un grand débat, par la manière dont le Nord et en particulier le Piémont a exercé le pouvoir post-unitaire.
Et en créant justement ce clientélisme dont souffre encore aujourd'hui l'Italie, hein, et l'Italie du Sud en particulier. Donc, ce sont des éléments qui peut-être, je pose des questions évidemment, ce sont des éléments qui peut-être ont attiré, disons, autour de la pensée de Gramsci et qui font que, encore aujourd'hui, on relit, on reprend certaines idées de Gramsci. Alors évidemment, la distinction entre intellectuel traditionnel et intellectuel organique, évidemment la définition de l'hégémonie, l'importance du rôle de l'intellectuel, ça aussi, dans une société, en particulier aujourd'hui, où non pas seulement on critique l'intellectuel, mais où il est un peu ridiculisé en quelque sorte, comme si c'était quelque chose qui était complètement détaché de la société et que c'était non seulement un épiphénomène, mais que en plus, franchement, il était à éliminer, quoi, parce qu'il ne servait à rien. Et peut-être que l'idée de Gramsci sur l'hégémonie et sur le rôle de l'intellectuel peut effectivement être un sujet sur lequel, en tout cas, les progressistes contemporains peuvent toujours et encore travailler. Et donc, peut-être aussi, en ce qui concerne, par exemple, la Tunisie, et d'où le fait qu'il y a eu pas mal de publications autour de Gramsci, le fait que que Gramsci pose la question de pourquoi la révolution a pu être opérative en Russie et n'a pas été opérative comme les analyses habituelles marxistes aurait suggéré que naturellement, vu le processus d'industrialisation de pays tels que l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne, elle aurait dû normalement se produire, la révolution aurait dû se réaliser dans ces pays-là, alors qu'elle s'est réalisée dans un pays qui ne correspondait pas du tout aux attentes historiques, disons, de l'évolution historique qui avait été analysée par les marxistes. Alors ça aussi, cette question est intéressante parce que justement, il se pose quels ont été les processus qui ont permis une révolution, même indépendamment d'une dialectique historique. Et ça, je crois que, évidemment, par exemple, des pays comme les nôtres sont peut-être sensibles à ce genre d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre, comment dire, de manière scientifique une évolution et qu'il faut attendre tel stade pour pouvoir finalement pouvoir le dépasser et constituer une nouvelle forme d'hégémonie, une hégémonie substitutive ou une contre-hégémonie, comme il le dit.
Et ça, peut-être aussi, c'est un élément qui, depuis les années 70, en tout cas, peut être intéressant, en tout cas qui interroge et qui nous permet de penser autrement le changement, ce qu'il appelle la crise. Mais la crise, comme nous le dit Grib, par exemple, pour lui, la crise, ça veut dire la transition. C'est-à-dire que, selon Gramsci, enfin, d'après l'interprétation de Gramsci, crise est égale à transition. Et donc, cette vision qui n'est pas déterministe, ça c'est quand même important. Il n'y a pas de déterminisme historique. Et puis un autre motif intéressant et que l'on voit en filigrane finalement dans les diverses interventions même de ce matin, hein, et qui me semble qui a été énormément traité par Gramsci, et qui est: il faut connaître notre propre histoire, il faut parler notre propre langue, et ce n'est que en parlant notre propre langue et en connaissant notre propre histoire qu'on peut constituer une catégorie d'intellectuels. Autrement, on ne le pourra pas. C'est d'ailleurs pour ça, pendant un certain nombre d'années, Gramsci a été considéré un peu provincial parce qu'il s'occupait que de la situation italienne, parce qu'il ne lisait que les penseurs italiens, etc. Mais pour Gramsci, il fallait traduire en langue nationale le processus révolutionnaire. Et à partir de là, l'internationaliser, mais pas le contraire. Alors, c'est intéressant parce que ce matin même, dans les séances de ce matin, on a parlé de ça, c'est-à-dire qu'il fallait que pour pouvoir affirmer une pensée universelle, il fallait pouvoir la traduire c'est-à-dire il fallait que pour être universel, un langage doit être traductible dans sa propre langue, en quelque sorte. Dans sa propre, et par propre langue, j'entends dans sa propre histoire. Or, il est vrai que, par exemple, en ce qui nous concerne, et ça, on le répète à chaque rencontre, de quel que soit le type, qu'elle soit historique, civilisationnelle ou autre, il est vrai que ce problème de notre propre histoire et la traductibilité de cette histoire en langage universel est un problème qui traverse constamment toutes les rencontres, toutes les interrogations, que ce soit en histoire, en philosophie, en littérature, etc. Donc, et même au niveau, et je pense, même dans le rapport en Tunisie, on parle beaucoup du rapport entre la langue dialectale et la langue littéraire, par exemple. Et je sais qu'il y a tout un mouvement qui affirme l'importance de la langue, comment dire, dialectale. Et, et ben pour Gramsci, la langue ne peut pas être la langue dialectale, parce que la langue dialectale n'arrive pas à traduire des concepts universels, justement. Et donc, pour Gramsci, la subtilité et la traductibilité des autres langues
et des autres cultures ne peut se faire que dans la langue nationale et pas dans les dialectes, qui n'arrivent pas, disons, à traduire, euh, à traduire un langage culturel, qui n'ont pas assez de richesse, disons, euh, pour pouvoir traduire dans un langage. C'est un débat, parce que c'est un débat qui, même en Tunisie, dont on discute beaucoup. Mais pour lui, il est certain que la langue nationale a une importance première. Autre chose, c'est Gramsci s'intéresse à tout. Je ne vais pas suivre mes notes, je vais parler comme ça. Et s'intéresse un peu à tout, c'est-à-dire que dans ses cahiers, il alterne des commentaires de livres, enfin de ce qu'il peut avoir, parce qu'en prison, on ne lui permet pas de lire grand-chose, hein. Et donc, souvent, ce sont même des souvenirs qu'il ne peut pas réellement vérifier. Il traduit, par exemple, beaucoup. Il traduit des œuvres en italien, et avec évidemment parfois des traductions un petit peu... il y a pas mal d'erreurs dans ces traductions, parce qu'il n'a pas les instruments techniques qui lui permettent de contrôler et de vérifier ces traductions. Il parle beaucoup, évidemment, de la philosophie italienne. Dans les cahiers, les premiers cahiers publiés selon un ordre thématique, il y a un volume qui est sur Machiavel, et donc je veux dire, il va lire avec attention Machiavel, et pas seulement Machiavelli, mais évidemment Vico, mais évidemment aussi La Briola, mais aussi Croce et Gentile. Et là, par exemple, à propos de Gentile, qui a eu une grande importance sous le fascisme, puisqu'il était le ministre de l'Éducation, donc, et c'est lui qui a fait la réforme du système éducatif italien, qui, en ce qui concerne le lycée, est toujours pratiqué, même si aujourd'hui on commence à le remettre un peu en question, mais qui est toujours la réforme fasciste de Gentile. Donc il va beaucoup, comment dire, discuter dans ses ouvrages sur l'importance de ces penseurs. Il parle beaucoup de Croce, énormément de Croce dans les cahiers, et à tel point qu'un certain nombre de ces commentateurs ont pensé qu'il était comment dire, qu'il était crociano, qu'il suivait un petit peu, en quelque sorte, l'idéalisme de Croce, ce à quoi il répond d'ailleurs très bien dans un des cahiers en disant que il n'était absolument pas, qu'il reconnaissait, disons, le mérite d'un penseur comme Croce, mais que la pensée de Croce était très intéressante parce que c'était un des derniers penseurs du libéralisme qui a échoué, évidemment, avec la montée du fascisme. Je n'ai pas regardé, peut-être que je dois arrêter. Et donc, l'actualité de Gramsci peut-être se comprendre de manière aisée, et peut-être en particulier chez nous,
je dirais même, parce que évidemment, nous avons, ce matin, nous avons discuté de comment euh, euh, se dessinent plusieurs types d'intellectuels et un enfin, un rapport un petit peu schizophrène avec notre réalité et donc où on est ni l'un ni l'autre. Peut-être que ce qui est pour Gramsci, ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfoncer comment dire, l'étude de l'histoire et adhérer à sa propre histoire ne veut pas dire qu'on n'a pas une dimension internationale. Et puisque c'est quand même le but d'avoir une dimension internationale. Donc, c'est simplement comprendre les mécanismes qui font que nous sommes ce que nous sommes et pouvoir comprendre comment, comment dire, comment créer une culture, une contre-culture, disons, hégémonique populaire. Voilà. Et donc, je crois que ça nous donne à réfléchir et ça va nous donner à réfléchir. Bon, je m'excuse, je n'ai pas parlé de plein de choses dont je voulais parler, mais l'idée est celle-ci. Merci. Merci. Je remercie la professeure Sylvia Finzi pour cette conférence, mais personnellement, je l'ai beaucoup appréciée. Ça m'a appris, j'ai appris beaucoup de choses et ça a attiré mon attention sur ce que vous avez dit, le rapport de Gramsci avec la Tunisie. Et ça, c'est important. J'ai vécu un peu cette période, ce que vous évoquez, et tout à l'heure, vous citez Aziz Krichel qui a traduit Gramsci et ça a été publié dans le journal La Presse. Et c'est comme ça que j'ai connu Gramsci à travers le journal La Presse. Voilà, ça c'était. Et puis c'est important de dire. Et pourquoi en ce moment-là, justement, vers la fin des années 80, 89 et 90, et c'était la chute du mur de Berlin. Et c'était le début de la fin du marxisme. Et comme si, avec Gramsci, on cherchait autre chose, une autre version du marxisme qui paraîtrait, à cette époque-là, beaucoup plus proche des réalités. Vous évoquez tout à l'heure quelque chose que je qualifie, moi, d'indigénisation. C'est-à-dire qu'il faut parler sa langue, il faut regarder ses réalités. Et c'est ça l'originalité de Gramsci. Pourquoi Gramsci attirait les Tunisiens à cette époque-là pour ces genres de choses. Donc Gramsci, un vecteur de la transition, une transition à cette époque-là. Et on avait besoin d'une transition. Et je crois qu'on aura toujours besoin de la transition et des idées de Gramsci pour transiter correctement. Merci. Et d'ailleurs, à ce propos, a été publié un livre qui s'appelle A lezione da Gramsci, en suivant les leçons de Gramsci, et qui s'appelle Democrazia, partecipazione politica, società civile in Tunisia. Ah, ça c'est extraordinaire. Voilà. C'est en italien? C'est en italien. Oui. Ah, désolé. La discussion, c'est pour après. C'est interdit apparemment. Hein? Je ne sais pas comment je dois me comporter. Non, après. Hein? Après. D'accord. Après. J'ai connu Gramsci dans les années 80 et c'était pour ma thèse sur les terres du sacrement de Francesco Iovine. Et d'ailleurs, j'ai dédié le premier chapitre à Gramsci pour comprendre la thématique du livre Les terres del Sacramento. Et effectivement, Les terres del Sacramento met en exergue de façon claire et nette le protagoniste qui est un intellectuel. Donc il y a toute cette idée d'intellectuel qui pourrait former, qui pourrait changer. Et je pense que cette pensée de Gramsci, c'est aussi
former, changer, essayer de changer les choses, parce que c'est très difficile. Les terres del Sacramento, c'est Merci. vraiment nel Molise. Et c'est dans un monde où les grands propriétaires dominaient les paysans. Et donc, vous voyez un peu cette lutte de classe, cette façon d'évoluer. Donc, c'est tout. C'était Merci. simplement Oui. pour informer. Merci. On passe à la conférence du professeur Fath Triki, qui va nous parler de humanisme de partage et humanisme hégémonique. Alors, le professeur Fath Triki, c'est un professeur de l'Université de Tunis, un ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Sfax, membre de l'Académie tunisienne Beit el-Hikma. Il est titulaire de la chaire ICISCO, Penser le vivre ensemble, et président du Collège de Tunis pour la philosophie. Et il a publié plusieurs livres en arabe et en français. Je ne veux pas les citer tous, peut-être un quand même, qui est sur l'éthique de la dignité, révolution et vivre ensemble, peut-être qu'il y a un rapport un peu avec la conférence qu'il va nous présenter maintenant. Alors, à vous la parole, Stéphane. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avant tout dire merci à mes deux collègues qui m'ont invité pour parler ici, professeur Sadiq Seddi et professeur Gilles Bibou. À vrai dire, s'il y a transition, cette transition se fera bien sûr de l'humanisme hégémonique à l'humanisme de partage. Et c'est pourquoi il faut quand même corriger le titre de mon intervention. C'est l'humanisme hégémonique et humanisme de partage. Ah, inversé, tout ça. Inversé. Le terme humanisme peut désigner, comme vous le savez tous d'ailleurs, le grand mouvement de pensée qui a fédéré les intellectuels de la Renaissance européenne, de Pic de la Mirandole à Erasme, à Rabelais, Montaigne, etc. Il peut également désigner une position philosophique et éthique qui donnerait à l'homme une valeur privilégiée. Il cesse alors d'être d'une époque donnée, d'un pays, pour interroger justement l'ensemble de notre histoire et de notre civilisation. En tant que tel, l'humanisme est souvent suspecté, dirais-je contesté, parfois même brimé par toutes les formes d'organisation sociale qui prétendent servir d'abord les groupes, les idéologies, les religions, etc. Si le terme humanisme, qui vient, comme vous le savez aussi, de l'allemand Humanismus, date de la moitié du XIXe siècle, la philosophie humaniste, elle, est ancrée dans le passé. On considère d'ailleurs Protagoras, le célèbre sophiste grec, comme le pionnier de cette philosophie. L'affirmation de la prééminence de l'homme et de l'humain en l'homme se trouve dans des traditions, dans plusieurs traditions, dans plusieurs cultures différentes, c'est vrai. Déjà, par exemple, au XVe siècle, Pic de la Mirandole affirme dans son livre de la dignité de l'homme qu'il a trouvé dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable que l'homme. Dans cette brève communication, je tente de réfléchir avec vous sur le respect, sur la dignité, n'est-ce pas, comme l'essence de toute conception humaniste. L'humain en l'homme ne s'exprime effectivement que par la dignité, que par le respect des droits et la reconnaissance.
Terence d'Affaire, ce qu'on appelle Terentius, ce captif carthaginois de Carthage du XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a vécu à Rome après la Seconde Guerre punique et qui a été affranchi par son maître. Son maître est un grand homme de culture à l'époque, n'est-ce pas? Écrit donc une comédie intitulée, comme vous le savez, L'autopunition. Et dans cette comédie, il précise en disant, je cite, « Je suis homme, et rien de ce qui est humain, je ne le tiens pour maître étranger. » Bien sûr, cette phrase fut prononcée par un déraciné, un déplacé, par celui qui vient de perdre sa patrie, Carthage, et qui sait probablement que Carthage va à sa perte. Voulait-il alors se dégager de toute appartenance pour devenir un citoyen du monde, ni carthaginois, ni romain, pour déclarer son humanité, son appartenance presque exclusive à l'humanité. Toujours est-il que ce sentiment ne peut être étranger à quiconque ayant subi le déplacement, ayant subi l'immigration, le déracinement, l'esclavage et la domination. Mais aussi à quiconque qui a connu aussi la libération, puisqu'il était esclave, il a été libéré, et l'acquisition du savoir, puisqu'il est devenu écrivain. C'est pourquoi il se déclare homme, mettant en exergue l'unité et l'universalité au-delà de toute appartenance. Mais il ajoute immédiatement que rien de ce qui est humain n'est étranger à son existence. C'est à mon avis, c'est une réelle mise en exergue de la diversité qui caractérise la réalité humaine. Fils de la guerre et comédien, carthaginois et romain, vaincu et vainqueur, Terence Affaire exprime ici les figures diversifiées, contradictoires même, de l'humain. Mieux encore, il souligne qu'appartenir à l'humain suppose la revendication de sa pluralité, et il semble que la condition humaine elle-même inciterait à un certain scepticisme quant à l'idée d'appartenance à l'homme. La visibilité, donc, la plus nette de l'humain, il faut le dire, il faut l'avouer, n'est-elle pas la guerre? N'est-elle pas cette machine mortelle à l'homme et au monde habitable? La phrase de Terence citée plus haut n'annonce-t-elle pas d'une façon prémonitoire la destruction, probablement la fin même de Carthage, mais la fin même de l'humain? Je pense qu'il faut tenir compte des deux pôles de l'appartenance à l'humain. L'homme est capable de raison, d'amour, de bonté, mais il est aussi capable de génocide, capable de massacre, d'exclusion, de haine. Michel de Serres, par exemple, souligne qu'au moment même où Descartes met en place ce qui sera les règles de la rationalité moderne, à ce moment-là, les Européens en Amérique s'occupaient
à exterminer systématiquement la population indigène de ce nouveau continent. En même temps, c'est au voisinage du pôle idéal de l'unité humaine que la guerre, la violence et la haine prennent leur signification réelle. C'est probablement l'inhumain, ou plutôt l'anti-humain, qui se montre manifeste. L'étrangeté, l'horreur et l'incompréhension forment, somme toute, l'édifice de notre univers. Il est vrai que, comme l'a souligné d'ailleurs Emmanuel Kant, l'homme manifeste une ambulance vis-à-vis de la sociabilité. Il est à la fois réfractaire et disposé au vivre ensemble. Cette insociable sociabilité de l'homme indique en réalité l'oscillation de l'individu entre la nécessité d'être avec les autres et l'ambition de les réduire en esclaves et de les dominer. Le roman L'homme sans qualité de Robert Musil montre en fin de compte que, je cite Musil, mais dans les essais, non pas dans L'homme sans qualité, Musil écrivait « La créature humaine est capable de pratiquer aussi bien l'anthropophagie que d'écrire la critique de la raison pure. » C'est pourquoi, dans ce monde-là, dans un monde régi par cette ambivalence, par ces conflits, il est nécessaire pour le philosophe d'être à l'écoute de ces difficultés et de proposer des idées forces pour rendre possible l'exister comme vivre ensemble. En réalité, nous assistons de plus en plus à la dislocation, à la, comment dirais-je, à une sorte de fermeture du concept de l'humain au moment même où le monde se rétrécit sous l'effet des nouvelles technologies de la communication et le monde se donne à la domination quasi exclusive de la puissance néolibérale. Certes, le sentiment d'appartenance à une même famille qu'est l'humanité est encore, et heureusement, persistant, mais désormais, il y a une humanité que l'on doit défendre par tous les moyens et une autre humanité qu'il est nécessaire de maîtriser, puisqu'elle est productrice, paraît-il, du mal, du terrorisme et de tous les dangers qui guettent l'humanité dominatrice. La remise en question de l'unité de l'humanité par l'atrocité des guerres contemporaines, qui n'épargne ni enfants, ni femmes, ni personnes, par la pratique musclée de la diplomatie et par les idéologies identitaires du néolibéralisme meurtrier, s'accompagne d'une attitude de plus en plus critique à tout ce qui est possibilité de paix et à tout ce qui est possibilité de vivre ensemble. La légalité internationale, comme on l'a vu il y a quelques jours, est remise en cause en faveur du droit du plus fort et de la puissance des bombes. Les formes d'exclusion deviennent surtout dans les pays occidentaux politiques d'État et les génocides auxquels le monde assiste avec une grande passivité se banalisent de plus en plus. La doctrine des droits de l'homme est elle-même remise en cause et accusée d'être, non sans raison, le résultat d'une tradition monoculturelle occidentale au demeurant néocolonialiste. Dans cette guerre génocidaire que subit par exemple Gaza, Israël soutient sans honte qu'il est en train de tuer des sous-hommes, ou plutôt des animaux. Certains occidentaux rectifient en les qualifiant de terroristes. Je cite par exemple Alain Finkielkraut, que vous connaissez. Lui, académicien français, a déclaré en 2007 que les enfants de Gaza n'ont aucune place dans le monde. Ils n'ont aucune place dans le monde. Ils sont un surplus
numérique. Hitler, moi, n'aurait pas dit mieux. Que faire donc quand la raison se conjugue avec le savoir, se conjugue avec le savoir-faire pour enrober le monde dans la violence et la peur qui deviennent de plus en plus la chose la mieux partagée entre les hommes. Que faire? Philosopher, chercher un sens, comme a dit tout à l'heure le professeur Mahjoub, chercher un sens à l'ici et maintenant, retrouver des raisons à la vie humaine commune pour combattre ces barbaries, ces faux humanismes d'hégémonie, défendre ce qui reste d'humain dans l'agir et le penser de l'homme et redonner espoir au vivre ensemble comme partage dans un esprit d'hospitalité, dans un esprit de don et d'amitié. Oui, peut-être. Et c'est là, à mon avis, la tâche de la philosophie. Dans un monde qui devient de plus en plus transculturel. C'est là où la formule de Terence, rien de ce qui est humain n'est étranger à son existence, devient opératoire. Cette même idée a été formulée par un autre Tunisien, mais autrement, Albert Memmi, qui a cette formule, l'homme d'abord, tout l'homme, tous les hommes. Donc, dans ces aléas de la problématique de l'humain, ce dénote donc moins une fin de l'humanisme qu'un changement de ce que cet humanisme recouvre. En effet, la thèse de l'anti-humanisme, dont le terme a été forgé, comme on le sait, par le théologien Jacques Maritain, pour qualifier Marx, Nietzsche et Freud, n'est pas en elle-même pertinente. Elle est causée par la thèse promulguée par plusieurs occidentaux. Je pense par exemple à la thèse de Michel Foucault à la suite de Nietzsche. Quand Nietzsche a déclaré la mort de l'homme, Foucault a déclaré aussi la mort de l'homme, n'est-ce pas? Pour justement montrer finalement que l'homme n'a d'existence que dans ce mécanisme, si vous voulez, ce système difficile et compliqué qui fait que sa volonté, n'est-ce pas, est réduite à zéro. Ou je pense aussi au marxisme tel qu'il a été développé par Althusser, quand il a montré que tout le système de Marx s'appuyait sur cette philosophie de la détermination et de la dominance, n'est-ce pas, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique qui détermine et domine de telle manière que l'homme lui-même, n'est-ce pas, n'a plus aucune existence. Cette thèse, bien sûr, a été critiquée, par exemple, par quelqu'un comme Michel Henry, dans son livre sur Marx, où Michel Henry a repris la lecture de Marx pour montrer que finalement, il n'y a ni détermination, ni domination du matérialisme, il y a tout simplement ce qu'il a appelé l'activité créatrice de l'homme. Donc le retour, l'homme est retourné, il est devenu fondamental dans le marxisme par l'intermédiaire de la phénoménologie et surtout par l'intermédiaire de Michel Henry. Donc cet anti-humanisme peut s'exprimer de plusieurs thèses, n'est-ce pas? J'ai utilisé la thèse matérialiste, on peut citer aussi la thèse de Foucault, etc. Et on revient finalement dans cet anti-humanisme à la définition de l'homme comme une définition biologique, somme toute, entièrement déterminée par son environnement. C'est la définition de l'homme en tant que bipède sans plume, pas plus. Il y a aussi la thèse anthropocène qui fait de l'homme un danger catastrophique. L'homme devient catastrophe pour l'univers.
Donc, c'est une thèse, la thèse anti-humaniste n'est pas opératoire. Elle ne donne pas la solution ni la transition, n'est-ce pas, à quelque chose qui va remplacer cet humanisme hégémonique, impérialiste, entre guillemets. Il y a la thèse, une deuxième thèse, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme ne peut pas non plus, à mon avis, exprimer l'abolition de l'humanisme de domination, même s'il se fonde sur le possible dépassement de la centralité occidentale européenne. À vrai dire, cette thèse, n'est-ce pas, le transhumanisme, se définit comme un mouvement culturel et intellectuel international prenant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques, par l'amélioration des capacités mentales, je ne sais pas, même par le fait de lutter contre la mort, etc. Donc c'est une thèse, si vous voulez, qui améliore, qui essaie d'améliorer la condition de l'humain, mais ne résout pas le problème de l'universalité de l'homme. Donc, la tradition de l'humanisme européen se présente, ça on le sait, comme un des soubassements culturels de la modernité, n'est-ce pas? Il y a là une volonté de subsumer les différentes cultures sous la forme historique de l'humanisme occidental. Toutes les cultures n'envisagent pas dans les mêmes termes l'humanisme, certes, ni le type de perfection humaine qu'elle est censée réaliser, alors que la culture humaniste adopte sans réserve une vision unique, anthropocentrique même du monde. Certaines cultures, à l'instar, par exemple, de la culture hindouiste, ne sacralisent pas l'homme aux dépens des animaux. Je donne un exemple. L'animal, pour cette culture, joue un rôle fondamental, un rôle essentiel, et il réserve même une part de divinité, n'est-ce pas, de sacralité à l'animal. Donc, d'une façon générale, l'humanisme occidental réduit et déprécie les cultures traditionnalistes, alors qu'il est possible, n'est-ce pas, pour un humanisme de partage, de tenir compte de ces traditions, de tenir compte, si vous voulez, des cultures qui restent attachées au respect, dirais-je, des dogmes, même des dogmes religieux, n'est-ce pas, des devoirs religieux, et ne croient pas que la raison puisse donner sens à l'existence humaine. Seule la raison puisse donner sens à l'existence humaine sans les enseignements de la croyance, de la foi. Cette diversité des cultures humanistes risque de mettre fin donc à l'universalité des droits de l'homme. C'est pourquoi je propose ici une forme de transition, comme solution philosophique bien sûr, n'est-ce pas, à l'humanisme de partage, qui est un humanisme à venir. Ce n'est pas un humanisme actuel, c'est un humanisme potentiel, un humanisme à venir, ou ce que moi j'appelle souvent l'humanisme des opprimés, un peu à la manière de Terence. Cette philosophie se fonde sur l'exigence de la dignité humaine. Charles Taylor, par exemple, le philosophe canadien, dans sa défense du multiculturalisme, soutient que toutes les grandes cultures qui ont marqué l'histoire des hommes essaient de protéger cette dignité. Moi, quant à moi, j'ajouterai que toutes les cultures, qu'elles soient petites ou grandes, ont quelque chose d'important à nous dire sur l'être humain. C'est pourquoi, loin de la théorie occidentaliste de l'humanisme et des droits humains, qui vient
de montrer ses limites, disons, hein, l'humanisme de partage reprend à son compte tous les fondements, tous les avantages et les bienfaits de cette théorie pour les consolider par un dialogue sud-sud. Actuellement, il y a un grand essor d'une philosophie africaine, d'une ethno-philosophie, si vous voulez, africaine, inscrite dans les différentes cultures et dans les différentes cultures de ce continent et qui développe l'idée, bon, c'est encore une philosophie qui comment dirais-je, en chantier, hein, qui n'a pas donné beaucoup de livres, mais qui est là, n'est-ce pas, et qui développe l'idée de libération et de souveraineté, l'idée de souveraineté, hein, qui maintenant il est très ancré dans cette philosophie africaine. Il y a aussi une philosophie décolonialiste qui se développe surtout en Amérique latine, autour de Fanon, autour de l'œuvre de Fanon, et une philosophie pratique tournée vers l'éthique de la vie en Asie. Un dialogue donc entre ces trois formes de philosophie, avec la philosophie occidentale et la philosophie arabe et islamique. Avec ça, il est possible de former, pourquoi pas, une synthèse dans ce dialogue sud-sud, dans ce dialogue que les pays du Sud évoquent et proposent, n'est-ce pas, aux sociétés civiles européennes, avec les intellectuels occidentaux qui croient encore à l'interculturalité et aux droits humains, sans hégémonie, si on peut le faire, si jamais on peut instituer cette forme de dialogue, n'est-ce pas, entre les humanistes des pays du Sud, on peut alors, dans une large mesure, lutter, mais cette fois-ci vraiment pour un réel universalisme, pour un humanisme de partage, celui qu'a défendu Terence d'Affaires, ce penseur créateur, déraciné et déplacé, carthaginois et romain, vaincu et vainqueur, ce citoyen du monde. Et je vous remercie. Merci, professeur Federici. Pardon. Merci pour cette conférence intéressante. Et en réaction à l'ethnocentrisme européen, l'humanisme ethnocentrique européen, nous créons un autre humanisme que vous avez qualifié de humanisme de Carthage. De partage. De Carthage. Un humanisme de partage, mais un humanisme de Carthage. Pourquoi pas? Il est à Carthage, annoncé à Carthage, et pourquoi pas on peut lui donner un nom comme celui-là. Merci pour cette conférence assez intéressante et on sort avec quelque chose, bien sûr, nouveau. Alors maintenant, la discussion, on commence par, on donne la parole aux discutants, le professeur Michel Peterson. Je le présente. Professeur Michel Peterson est un psychanalyste, membre de l'école lacanienne de Montréal et du Corpo Freudiano, section Rio de Janeiro. Il est également traducteur et éditeur et il a enseigné au Québec, en Argentine et au Brésil. Je m'arrête là. Le curriculum est dans le petit carnet que vous avez tous. Et à vous la parole pour discuter et commencer la discussion. Merci. Je vais essayer d'être bref. J'aurais besoin de 4 heures au moins. Mais ça ferait en sorte qu'on devrait retarder la prochaine séance et je ne veux pas vous imposer ces 4 heures. Je vais essayer de broder à l'intérieur de
de tous ces propos absolument stimulants et intéressants. Et pour en fait formuler des questions. Parce que je me rends compte avec le temps que le pragmatique, les dimensions pragmatiques de toutes ces questions m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir toutes sortes de théories tout à fait intéressantes. La question, c'est what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît une question simple, mais quand même, je pense que c'est une question qui occupait justement Gramsci et c'est pour ça que je commence avec ça. Merci pour cette, donc en commençant par votre intervention, merci pour cette invitation à une lecture attentive, je dirais comme on disait chez les dans la déconstruction close reading, cette invitation à relire Gramsci de façon très attentive, en posant la question, Gramsci peut-il être un modèle et l'est-il, hein, qui me semble une question absolument fondamentale. Et il est vrai que Gramsci est, je ne sais pas pour l'Europe, mais en tout cas en Amérique latine, il est de plus en plus lu. Au Brésil, en Argentine, avec toutes les recherches qui se font sur les correspondances, les journaux qui ont été écrits durant la dictature, Gramsci devient un outil de pensée extrêmement important, non seulement pour les concepts, mais pour la, comment dire, la méthodologie de mise en récit de l'hégémonie. C'est pas simplement parler de l'hégémonie comme quelque chose d'extérieur, mais c'est comment, quand on est dans des situations extrêmes, dans l'emprisonnement, sous des dictatures, comment on met au travail soi-même, à travers la langue, à travers le langage, un concept comme celui d'hégémonie. Alors, est-ce que Gramsci nous parle à travers, entre autres, ce concept d'hégémonie? En vous écoutant, vous me permettrez de prendre 2 minutes. Je me suis rappelé un truc que j'ai dans mon ordi ici, ça va me prendre un instant. Un petit extrait de José Saramago qui parle en janvier 88 du Chiapas. Et il écrit ceci, je pense que ça va vous parler dans... Alors, je cite, c'est très court. Quelques données statistiques sur le Chiapas pour aider à une meilleure compréhension du monde. Premier producteur de café et de bananes. Second producteur de miel et de cacao. Quatrième dans le secteur de l'élevage. Producteur de 46% de l'énergie électrique du pays. L'État du Chiapas est aussi celui qui possède les plus grandes réserves d'hydrocarbures du Mexique, estimées entre 20 et 60 milliards de barils. Malgré ses richesses, 60% de la population, presque 1 million d'habitants, sont sans revenus ou gagnent moins que le salaire minimum. L'analphabétisme atteint les 30% et varie entre 50 et 70% dans les zones indigènes. Où va donc l'argent s'il n'est pas mis au service du développement? Au Chiapas? Quelle est la place accordée aux indigènes dans tout cela? Indigène est un mot qui en français peut sembler très colonialiste, mais en espagnol et en portugais, ça a un sens un peu différent, indígena. Enfin, un fonctionnaire du gouvernement, un certain Hank González, à qui l'on doit reconnaître le mérite de la franchise, bien que brutal, à moins qu'on ne préfère plutôt dénoncer son cynisme, vient de donner la réponse. Et Saramago rappelle la réponse. Il y a 5 millions de paysans en trop. Voilà le problème que le néolibéralisme triomphant veut résoudre de manière radicale, faire disparaître petit à petit. Un génocide à l'échelle planétaire causerait un trop grand scandale. En leur retirant ou en leur refusant les conditions minimales de vie, les centaines de milliers d'êtres humains qui sont en trop, d'où qu'ils soient. Ce qui est en préparation sur la planète bleue, c'est un monde pour les riches, la richesse comme nouvelle forme d'arianisme, écrit Saramago. Un monde qui, ne pouvant évidemment se passer de l'existence des pauvres,
n'acceptera de ne garder que ceux qui seront strictement nécessaires au système. Alors, fin de la citation, qui est assez parlante, je crois, et qui me semble être en lien direct, en fait, une sorte, ça me semble être dans l'héritage de la pensée de Gramsci, d'une certaine façon, et c'est pour ça que j'y pensais quand vous parliez de la classe ouvrière, quand Gramsci parle de la classe ouvrière oubliée et qui n'arrive pas à se, à s'organiser en mouvement politique, à construire des alternatives. Alors, on peut se demander aujourd'hui où est la classe, où est cette classe, hein, de quoi est-ce qu'elle est formée. Il y avait cette question, cette autre question sur laquelle vous insistiez dans un autre champ, sur l'idée de connaître notre propre histoire. Donc, en lien avec la langue. En lien avec la langue, n'est-ce pas? Avec le langage, avec la nécessité de... La langue, comme dans d'autres parties des Oui, oui, bien sûr. l'importance de la langue. Oui, c'est quelque chose sur lequel, en fait, c'était une question que je voulais vous poser. Comment vous voyez cette articulation et comment vous parliez à un certain moment de toute la distinction entre la langue nationale, le dialecte, la capacité ou la difficulté du dialecte à parler l'universel versus la langue nationale qui, elle, serait davantage apte à le faire. J'aimerais vous entendre un peu plus là-dedans. Et j'ai eu une petite fiction comme ça qui m'est venue à l'esprit. Ça m'arrive. Les psychanalystes, comme ça, ont construit des fictions. On sait qu'aujourd'hui, l'anglais, tout de même, est une langue qui, du moins en Occident, a pris une importance, comment la qualifier? En tout cas, une importance, je dirais, déroutante. C'est le mot qui me viendrait. Quand on dit l'anglais, c'est aussi une forme de sabir. Hein. Est-ce que c'est encore l'anglais? Ça, c'est à discuter. Mais cela dit, je me suis mis à imaginer parce qu'on pense toujours... c'est difficile de s'extraire du lieu d'où on parle, mais je me suis demandé, et puis je me disais, ça pourrait être un sujet amusant. Imaginons un instant que euh, l'univers dominant soit celui de la Chine ou celui de l'Inde dans le monde, plutôt que celui des États-Unis. Est-ce que nous parlerions tous le mandarin ou est-ce que nous parlerions tous le hindi ou le ourdou? Ça paraît iconoclaste, mais je vous invite à y penser. On pourra en reparler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir toutes sortes, évidemment, on connaît toutes les théories, toute l'histoire qui nous a menés à la domination américaine, en fait, à la domination des États-Unis, mais en fait, pour aller au plus rapide, quelle articulation vous faites entre l'histoire et la langue, essentiellement? Il y a tellement de choses. Et peut-être je reviendrai à la question de l'hégémonie en vous, en vous demandant comment vous pensez, ou est-ce qu'il y a une place aujourd'hui pour Gramsci dans les discours contre-hégémoniques et quelle serait cette place? Comment on peut la penser et comment elle peut être mise en acte? Comment on peut... Parce que il me semble parfois que nous sommes quand même en guerre actuellement. Et comme Gramsci a beaucoup développé cette question de guerre d'opposition, guerre de mouvement, est-ce que la manière dont Gramsci pense la guerre peut nous aider à penser ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui m'amène à transiter vers l'humanisme de partage. Si je dis que nous sommes en guerre, qu'est-ce que nous partageons? Et donc, la question du vivre ensemble, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé parce que quand vous en avez parlé, parce que curieusement, c'est une question qui était au cœur de ma thèse il y a 35 ans. Je faisais une thèse sur Witkiewicz, un auteur polonais, et c'était une des questions fondamentales chez lui. Et donc, un humanisme de partage. Laissez-moi un instant, j'ai tellement de notes que... Oui, voilà.
Oui, vous disiez, entre autres, que le monde, si j'ai bien entendu, corrigez si je me trompe, que le monde se rétrécit d'une certaine façon avec les moyens de communication. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que je suis à la fois tout à fait d'accord avec vous et tout à fait en désaccord. Euh, Parce que effectivement, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Vous le savez, tout le monde le sait autant que moi ici. Les moyens de communication à la fois réunissent et fracturent l'humanité. Mais comment est-ce que quand vous dites que ça rétrécit, qu'est-ce que vous entendez plus profondément par ça? Euh, Dernier point, mon Dieu, il y en a tellement. Euh, Vous avez évoqué à la fin dans que vous avez dit que l'humanisme de partage était en fait, si j'ai bien compris, allait au-delà du transhumanisme ou allait au-delà de l'anti-humanisme, allait au-delà de tous ces mouvements qui actuellement essaient de trouver des alternatives. Euh, Et en même temps, vous avez évoqué justement toute cette question de la guerre, de la haine, de l'exclusion de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui penser, et à ce moment-là, je me renvoie moi-même à Saramago, parlant du Chiapas, comment est-ce qu'on peut penser encore aujourd'hui à un humanisme de partage devant la comment dire, la toute-puissance ou la très grande puissance, à tout le moins, de cet univers dans lequel les médias sociaux, les GAFAM, etc., sont devenus comment dire, un- un moyen de contrôle d'une puissance inconnue jusqu'à présent. Voilà, c'est très rapide, mais quelques questions. Merci. Ben, je vous donne la parole. Répondez. Oui, Comme vous voulez. On peut passer à la salle et après on donne. Ah, ça fait trop. trop de- Alors, je reste partagé. Mais on peut faciliter les choses si vous voulez répondre. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, j'ai une dernière petite question parce que pour vous, et je pense que ça va vous concerner aussi, il me semble que sur le premier programme, ou en tout cas la première version du programme, le titre de votre intervention, c'était, attendez, c'était relire aujourd'hui la crise à la lumière, il me semble. Et là, c'est relire aujourd'hui la transition. Et vous avez dit à un certain moment, si j'ai bien compris, que crise et transition, c'était la même chose. Enfin, j'ai besoin qu'on m'explique. Oui, parce que c'est ce que Gramsci appelle la crise et ce moment de passage d'une situation à une autre situation. Donc, c'est un moment de transition. Et il dit d'ailleurs, qui est une phrase qui a été reprise constamment, que entre ce qui est ce qui était et ce qui va advenir, qu'on ne sait pas exactement ce qui va advenir tant qu'il n'y a pas un bloc historique qui se forme nouveau, euh, tous les monstres peuvent naître. Donc c'est en ce sens que le concept de transition et le concept de crise se rejoignent, pas en soi, chez Gramsci, voilà. Et vous m'avez posé plusieurs questions, c'est long, donc je ne vais pas répondre à tout, je vais essayer de répondre un petit peu, quoi. Alors, l'idée de la langue et de l'histoire propre, bien du fait
c'est pas qu'il y a une fermeture sur soi, mais l'idée part de l'interrogation ou de l'idée philosophique connais-toi toi-même, d'accord? Et pour lui, pour Gramsci, connais-toi toi-même veut dire connaître justement les processus qui t'ont amené à être ce que tu es aujourd'hui. Et ces processus qui t'ont amené à être aujourd'hui, c'est ton histoire, ta culture, ta langue, tes mythes, etc., etc., ta littérature. Voilà. Et il faut bien la connaître parce que, et c'est en ça peut-être que Gramsci est intéressant aujourd'hui, non pas comme, comme modèle à penser, mais comme méthodologie, disons. Hein. Et c'est qu'il dit que finalement, le point de contre-hégémonie et donc cette sortie de la crise pour lui, c'est le moment où les classes subalternes auront, se seront, comment dire, reconnues avec les intellectuels, c'est-à-dire qu'ils formeront ce bloc historique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'un côté ce qu'il appelle la culture des simples et la culture des intellectuels. Donc, pour cela, il faut aller dans les profondeurs de sa propre culture pour comprendre comment dire, la généalogie de la production de cette culture. Et donc, je sais pas, je vais laisser la parole à mon collègue. Bon, merci pour ces deux questions. Je ne sais pas, en parlant du monde qui devient de plus en plus petit, je songe à trois choses. Premièrement, à ce mouvement d'idées qui circule maintenant d'une façon avec une grande vitesse, n'est-ce pas, et d'une façon très soutenue. Ça, l'idée arrive presque à l'instant où elle est produite. Elle arrive à plusieurs points du monde. Cette idée ou cette information qui arrive n'est-ce pas, à l'instant, change les donnes de la chose, change l'événement lui-même. Vous savez que, par exemple, la révolution tunisienne a été produite comme ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Les événements, tout ce qui se passe, il est produit sur le champ et envoyé par Facebook et par les autres moyens sur le champ, donc, et la réaction vient immédiate. Donc, cette distance qu'il avait avant, maintenant, on peut dire qu'elle n'existe pas. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau du mouvement de l'argent, des finances. Vous savez que maintenant, on est gouverné par un nouveau mode de production, n'est-ce pas, qui peut-être un jour, les économistes pour de montrer, le démontrer, c'est un mode comment dirais-je, mode de production financier. C'est un mode financier, n'est-ce pas, de production. Et que cet argent-là circule d'une façon aussi extraordinaire. Donc c'est le deuxième niveau, dont je ne vais pas m'étaler. Mais le troisième niveau qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est l'immigration. Et comment dirais-je, la circulation extraordinaire des gens, n'est-ce pas, malgré les visas, malgré des moyens violents, n'est-ce pas, qui empêchent ces gens de circuler, on est en face de mouvements
incontrôlable. Et ça va changer le monde. Dans quelques années, ça va changer complètement le monde. N'est-ce pas? Donc, quand je dis le monde rétrécit, je pense à ça, à ces trois mouvements. Je n'avais pas le temps de l'expliquer. La deuxième question, vous savez, c'est vrai, je donne l'impression que je suis un peu optimiste, n'est-ce pas, devant cette situation catastrophique où nous vivons. Mais je rappelle quand même que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait, au niveau de la philosophie, mais au niveau de la pensée aussi, au niveau des mouvements culturels, des mouvements de création, etc., un grand pessimisme et un scepticisme même, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Hannah Arendt est venue, n'est-ce pas, nous expliquer à notre génération, mais au monde, n'est-ce pas, qu'un vivre ensemble est encore possible. Parce qu'à l'époque, personne ne pouvait prononcer le mot vivre ensemble, tellement, n'est-ce pas, la crise était profonde. Et cette nouvelle philosophie du vivre ensemble a donné lieu à quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, même Sartre, à l'époque, n'est-ce pas, a fait une conférence pour dire que l'existentialisme est humanisme. Et moi, je songe à ça, devant le catastrophique les catastrophes où nous vivons, n'est-ce pas? Il faut peut-être un tout petit peu, n'est-ce pas, d'optimisme pour ne pas sombrer, n'est-ce pas, dans comment dirais-je, dans l'absurde, hein, parce que nous sommes en train de cheminer vers l'absurde. Donc il faut d'une certaine manière, en tout cas philosophiquement, et c'est le rôle, c'est la tâche à mon avis de la philosophie, c'est d'ouvrir des brèches, n'est-ce pas, pour pouvoir penser autrement, certes, mais aussi penser dans un vivre ensemble que je dirais, bon, possible, à venir peut-être. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui veut prendre la parole dans la salle? Oui, madame. Oui, enfant, on m'a dit. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Dora Asli. Dora Asli. Par rapport à cette question du humanisme, est-ce que les postures humanistes peuvent parfois être freinées par des convictions religieuses, par exemple telles que le protestantisme ou le jansénisme, plus tard chez Racine, par exemple, enfin au XVIIe siècle? Est-ce que la posture humaniste peut être finalement un peu... voilà. Et pour Madame professeur Fancy, vous avez parlé du dialecte qui ne pouvait jamais être finalement atteindre à l'universel. C'est ça que vous avez dit? Non? Pardon. La langue dialectale. Il y a par exemple pour la sphère transcendantale, Rabbi, Allah, etc., parce que vous avez vécu en Tunisie, c'est-à-dire que même pour ceux qui parlent dialectal, il y a toujours finalement je veux dire, une dimension surnaturelle qui est reconnue par tous. Je vous pose la question. Merci. Voilà. D'accord. On va... D'autres questions? Hein? Madame Zeynep Cher. Oui. Zeynep Ben Seitchel. Madame Cher. Je remercie les deux conférenciers. C'était une très très belle séance. Je pose une question à mon collègue Fathi Kliki. Fathi, vis-à-vis justement des diverses solutions concernant justement une possibilité d'une pensée humaniste ou d'un poste qu'on appelle maintenant un post-humanisme. Bon, cette question m'a interpellée, moi, dans le passé. Et bien sûr, je me suis penchée sur la philosophie de Kojève, dans son introduction à la philosophie de Hegel. Et là, bien sûr, Kojève pose, et il y a eu tout le post-kojévisme, c'est-à-dire il pose l'idée, bien sûr, qui a été reprise par Foucault, etc., par la suite, par Bataille, celle de la fin de l'homme. Mais en même temps, Kojève pose une solution.
La solution, c'est celle, effectivement, nous sentons justement cette fin de l'homme, c'est-à-dire la fin de l'humanisme, mais il avance une idée qui m'a plu, c'est-à-dire celle du désir anthropogène. Et le désir anthropogène, il le développe dans une dialectique de la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que tu penses, Fathi, justement, dans ce vivre ensemble du partage, de l'idée de la dialectique de la reconnaissance? C'est-à-dire, il faudrait que mon propre désir soit aussi celui de l'autre dans ce qu'il y a de commun entre nous, c'est-à-dire ce qu'il y a d'humain entre nous. Moi, au début, elle m'a plu. Après parce que finalement, dans cette idée de partage, est-ce qu'il y a une disponibilité au partage? Dans la reconnaissance, qu'est-ce que nous faisons? Donc, tu te rabats un peu maintenant sur la pensée postcoloniale, etc. Dans ce cosmopolitisme de cette interférence du partage, etc., il y aurait peut-être place à quelque chose qui s'appellerait un cosmopolitisme du conflit, c'est-à-dire une dimension du désir de distanciation, d'identification de soi. Donc, nécessairement, on ne partage pas toujours dans tous les cas, et on ne partage pas sans imposer une modalité du partage. C'est-à-dire, moi, l'idée de Kojève, j'étais prise par cette idée, mais finalement, bon, voilà, c'est un peu en interaction avec ce que tu viens de dire. Merci. Oui, voilà. Là, ce sera la dernière question parce qu'on doit arrêter et donner. Allez-y. Oui, c'est juste une petite question à madame. C'est par rapport, est-ce que chez Gramsci, c'est un problème rhétorique qui se pose par rapport à la langue, c'est-à-dire problème rhétorique si la langue est pensée d'un point de vue rationnel du logos ou bien d'un point de vue du pathos. Parce qu'en fait, la contrepartie, je la tiens aussi de Michel de Certeau, une politique de la langue, la Révolution française et les patois, parce que lui, il voit le contraire, que ce sont les patois, les dialectes, qui doivent justement, qui ont cette richesse pour exprimer le quotidien, exprimer un imaginaire. Alors que la langue officielle et tout ça, elle est rationnelle et tout ça parce que c'est la langue de l'élite et donc la langue du pouvoir. Merci. Merci. Oui. Répondez. Tout d'abord, peut-être que, évidemment, quand on a le temps d'exposer plus longuement et plus finement une pensée, peut-être qu'elle apparaît moins comme ça par bloc. Et Gramsci ne nie pas la présence du Sarde. Il a commencé par militer pour l'indépendance de l'autonomie de la Sardaigne. Donc, il était pro-sarde au début de sa lutte de jeune, quoi. Au début de sa lutte politique. Il était pour se détacher. Pour détacher la Sardaigne du règne d'Italie. Donc, je veux dire, il ne conteste pas la langue sarde ou la langue sicilienne ou la langue... mais ce qu'il dit, je vais vous le dire, je vais vous le lire. Il dit que le langage contient tous les éléments d'une conception du monde et d'une culture. Et à partir de celui-ci, on pourra juger une mineure ou majeure complexité de sa conception du monde. Or, la langue italienne, la langue florentine, disons, la langue de Dante, Petrarca et Boccaccio, la langue littéraire en quelque sorte, est, d'après lui, plus riche. Or, ça n'exclut pas les autres, mais ce qu'il dit, c'est qu'une grande culture, quand il y a une grande culture, donc une langue qui représente cette culture, qui exprime cette culture, comme la langue italienne, il dit une grande culture est traductible dans la langue d'une autre grande culture.
dans une grande langue nationale historiquement riche et complexe. Voilà, c'est en ce sens. Et donc, je pense avoir répondu aussi sur la langue par la même occasion. Ok, merci. L'autre côté. Merci. Voilà. C'est fait. Bon, très rapidement, si vous voulez, pour la question très intéressante de l'humanisme, sur l'humanisme religieux, il faut savoir que l'approche qui est arrivée à nous, n'est-ce pas, l'approche de l'humanisme était liée d'une certaine manière à la, comment dirais-je, au dépassement de tout ce qui est religieux. L'humanisme, n'est-ce pas, se constitue à partir du moment où on met de côté, n'est-ce pas, toute appartenance religieuse pour que l'homme devienne homme en tant que tel, sans religion, sans nation, sans race, etc. À vrai dire, la notion d'humanisme a traversé toutes les religions. Dans toutes les religions, n'est-ce pas, nous trouvons une revendication de l'humanisme, à l'humanisme. Je ne sais pas, par exemple, pour vous donner un exemple, Harkoun, je ne sais pas si vous le connaissez, n'est-ce pas, a fondé toute sa thèse sur, Mohamed Harkoun, sur l'humanisme musulman, n'est-ce pas? Il a montré que comment dans la culture musulmane et dans la religion elle-même, n'est-ce pas, il y a véhiculé, n'est-ce pas, un certain humanisme réel, effectif, etc. Donc, c'est pourquoi, moi, dans l'exposé, j'ai appelé ça l'humanisme qui fait appel aux traditions. Je n'ai pas voulu aller très loin, mais qui incorpore, n'est-ce pas, dans son mécanisme, la tradition. Bon, c'est un humanisme qu'il faut respecter. Moi, je suis du côté de l'humanisme religieux, n'est-ce pas, mais l'humanisme religieux lui-même a un sens. Hein, il ne faut pas le rejeter comme ça. Hein. C'est là pour la première question. Pour la deuxième question, c'est beaucoup plus compliqué. Zeynep, tu m'as mis dans un, comment dirais-je, dans une difficulté réelle. Pourquoi? Parce que finalement, la reconnaissance, même chez Kojève, mais chez Hegel, la reconnaissance ne peut se faire que par des gens égaux. C'est pas l'esclave qui reconnaît le maître, ça sert à rien. Et le maître ne peut être finalement reconnu que par l'esclave. Et c'est pourquoi il devient, n'est-ce pas, comment on dirait, sceptique, ou il devient mystique, il devient, etc. Donc, il y a un échec. Le mouvement de la reconnaissance, bien sûr, maintenant je sais qu'en Allemagne, le concept de reconnaissance renaît de nouveau. Notre collègue qui travaille en Allemagne, il va nous parler de ce concept, mais il faut faire gaffe, c'est un concept glissant, difficile. Moi, je préfère par exemple utiliser le terme d'altérité, il est plus neutre, n'est-ce pas? Reconnaître l'autre tel qu'il est, sans que je puisse faire de lui quelque chose autre que lui-même, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment l'altérité radicale. Une fois j'accepte cette altérité radicale, à ce moment-là, je peux dialoguer avec lui, n'est-ce pas? Bon, il va peut-être me déclarer la guerre contre moi, c'est très possible, c'est ça. Mais je tente un dialogue. Voilà. Merci. Bon, nous avons gagné quelques minutes quand même. Et on va pour la pause café pour revenir après pour la dernière séance.